Études et recherches scientifiques en Tunisie. Hommage à notre maître. Vous nous avez quittés subitement ce jour du 10 avril 1976. Nous osons à peine le croire. Nous n'oublierons jamais que vous avez guidé nos premiers pas en pratique médicale. Vous nous avez inculqué votre sens de l'abord et du respect du malade. Votre contact a été enrichissant pour nous à tout point de vue. Avec votre disparition, nous perdons le maître, l'homme de science et l'ami. Vous serez toujours présent dans notre mémoire pour guider nos actes. Signé les internes et résidents du service de chirurgie de l'hôpital Charles-Nicolle qui ont gardé l'anonymat, suivant ainsi l'exemple de leur maître. Encore une fois, la Tunisie vient de perdre un grand homme, et ce, à la suite d'un accident de voiture survenu le samedi 10 avril 1976. Hélas, des accidents de voiture, ce n'est pas ce qui me manque. Mais malheureusement, cette fois-ci, la mort n'a pas frappé n'importe qui. Elle nous a volé un chirurgien exceptionnel, un professeur comme il n'en a jamais existé à la faculté de médecine de Tunis, et un doyen des plus dévoués. C'est trop. Et je pense que nous avons payé cher cet accident qui aurait pu être banal. Mais des hommes de la valeur du professeur Zohir Safi, il n'y en a pas tellement. Il nous a donc quittés à la force de l'âge, à un moment où il pouvait encore donner le meilleur de lui-même et où l'on avait le plus besoin de son savoir et de son expérience. Deux jours après la mort du professeur Zohir Safi, un journal, un quotidien écrit. La stupeur, l'émotion, les larmes ont fait place à la révolte. Révolte contre tout, la destinée, la providence. On ne sait plus quoi encore. On ne trouve plus les mots, et les mots ont-ils encore un sens? Le fait est là implacable. Zohir Safi n'est plus. Alors la révolte cède le pas à l'accablement mêlé à un sentiment de profonde injustice. Par-delà le médecin, le chirurgien, le professeur, le confrère, l'ami, il y avait un homme. Comme on en rencontre peu à travers une longue existence, un homme aux qualités de cœur infinies. En dehors du talent et du savoir, on était confondu par la simplicité, la bonté, la générosité et par-dessus tout cette flamme si rare de nos jours qui le faisait épouser spontanément la cause des faibles, des pauvres, une sensibilité à fleur de peau qui provoquait en lui des réactions immédiates, une pureté quasi enfantine dans l'expression du visage, parée d'un rayonnement et d'un charme auquel personne ne résistait. Après des études primaires au CAF et à Sousse,
des études secondaires au collège Sadiki et au lycée Carnot, Zouheir Sefi entama ses études médicales à Alger, après avoir réussi à Tunis, au cours de la même année, ses 2 baccalauréats, lettres et mathématiques. À Paris, il réussit en 1952 son concours d'internat. Au mois de décembre 1957, l'ancien interne des hôpitaux parisiens débarqua à Tunis. Assistant du docteur Demirlo, chef du service de chirurgie à Charles Nicolle, Zouheir Sefi n'a occupé ce poste que pendant 3 mois, au bout desquels on finit par scinder le service en 2. Si son prédécesseur put disposer de toute une pléiade d'assistants et d'infirmiers, Zouheir Sefi se retrouva à la tête d'un service qui ne comptait qu'un interne et un infirmier. 4 ans plus tard, le patronat du service de chirurgie de l'hôpital Charles Nicolle revenait entièrement au futur chairman de la faculté de médecine de Tunis. En 1964, il réussit son concours d'agrégation. On ne soigne point un malade avec son unique gentillesse. Il faut également beaucoup de savoir, disait-il à ses collaborateurs, et d'après l'un de ses assistants, l'on comprend que le maître était très exigeant. Pour nous autres, médecins, formés à Tunis, dit-il, il avait la hantise de nous voir médiocres par rapport à ceux qui font des études en France. Le professeur Sefi refusait sa situation de sous-développé. Ce n'est pas parce que nous sommes sous-développés que nous devons avoir des médecins médiocres, disait-il. Ces divers passages en Europe et aux États-Unis d'Amérique pour se tenir au courant de tout ce qui s'invente et se pratique dans le domaine de la chirurgie témoignent de l'obsession qu'il avait de développer en Tunisie une chirurgie au diapason du progrès. Par ailleurs, il avait toujours rêvé de procéder à une refonte radicale du contenu des études médicales en Tunisie. Malheureusement, il n'a pas eu le temps. Un quotidien paru dimanche dernier conclut son article qui occupait toute une page consacrée au professeur et au regretté Zouheir Sefi comme suit. Et puis quand on parle du professeur Zouheir Sefi, il ne faudrait jamais omettre de saluer en lui l'âme du brave et du fervent patriote qu'il fut. Témoin actif des drames de Bizerte et d'Agadir, il subit très péniblement la défaite de juin 1967 qu'il a vécue au Caire. Il faudra attendre quelques 6 ans encore pour que la guerre d'octobre 1973 lui apporte un rayon d'espoir à l'égard du drame du Moyen-Orient. Il revint de Damas plein d'enthousiasme et d'admiration pour le peuple syrien. « Ils sont terribles ces Syriens », dit-il à son entourage. Comme tous les hommes qui se réalisent quotidiennement dans l'action pertinente et réfléchie, Zouheir Sefi avait de grands projets qui lui tenaient à cœur. Édifier une tour de chirurgie à l'hôpital Charles Nicolle, dont il serait le chairman. Doter la faculté de médecine de Tunis de centres hospitalo-universitaires pour la condamner, dit-il, à former de bons médecins, etc., etc. Il ne faut pas insulter l'avenir, disait un grand homme de notre époque. La Tunisie, qui a enfanté le professeur Zouheir Sefi, pourra et devra enfanter d'autres Zouheir Sefi. Cependant, avec la disparition de l'ancien doyen de la faculté de médecine de Tunis, un symbole disparaît, celui du number one. Il y a 4 mois, en décembre plus exactement, j'ai eu le privilège et l'honneur de l'inviter au micro de Radio Tunis.
Monsieur le doyen, quand j'étais jeune, tout jeune, je rêvais tout le temps d'être médecin. Et nombreux sont ceux qui rêvent tout le temps d'être médecin. Comment expliquez-vous ce phénomène? Je pense que ce phénomène peut s'expliquer de deux façons. Le prestige de la profession médicale a été toujours très grand, et non seulement en Tunisie, mais partout de par le monde. Ce qu'il faut cependant noter, c'est que très probablement ce prestige a été encore plus important dans nos pays, parce que malheureusement, il représentait pour beaucoup de familles, et à travers elles leurs enfants, une promotion sociale et financière inespérée. Il est regrettable, et je l'ai constaté moi-même au cours de mon éducation, il est tout à fait regrettable que nos enfants, dès leur jeune âge, commencent à entendre parler immédiatement de l'argent, de la vertu de l'argent, et le mot flous est un mot qui revient malheureusement d'une façon sempiternelle au cours de l'éducation de tout jeune Tunisien. Il est certain que ce problème qui nous était un petit peu spécifique est devenu actuellement un problème mondial. En effet, on peut dire que si les débouchés peuvent se rétrécir pour des enseignants, pour des ingénieurs, on a l'impression que le développement de la santé est tel dans le monde entier qu'il y a peu de chances pour que dans un avenir proche, les débouchés soient fermés à la profession médicale. Je pense que par conséquent, en dehors d'un problème spécifique, d'une société sous-développée, d'une bourgeoisie plus ou moins appauvrie et qui essaie de redorer son blason à travers la promotion de ses enfants, il faut retenir également ce problème des débouchés qui, lui, alors, n'est plus un problème spécifiquement tunisien, mais un problème mondial. Monsieur le doyen, on parle ces temps-ci de sélection. C'est un problème très important. Pourquoi y a-t-il sélection à l'entrée, c'est-à-dire au départ, et sur quels critères se base-t-elle? Il est certain qu'il y a là un problème qui pourrait à première vue choquer. Et on peut effectivement se demander, avec beaucoup d'étudiants et avec beaucoup de familles, comment nous arrivons à concilier à la fois la notion qu'il faut à la Tunisie une quantité importante de médecins dans les années à venir, et comment, dans le même temps, nous acceptons qu'il puisse y avoir une sélection à la base. Je pense que ce problème ne peut être résolu qu'à travers l'étude sociologique, si l'on peut dire, de la société tunisienne. D'une façon assez paradoxale, cette société a été habituée à un certain type de diplôme. Et je pense que augmenter d'une façon inconsidérée le nombre de médecins et des étudiants en médecine, sans pouvoir leur donner dans le même temps une formation valable, aboutirait simplement à faire déconsidérer le titre même de médecin. L'expérience nous a montré en Tunisie que l'importation de médecins de formation non équivalente à celle à laquelle la population était habituée a abouti effectivement à faire déconsidérer le titre de médecin, et nous avons vu des populations pourtant pauvres, pourtant fortement démunies de soins médicaux, se refuser à recevoir les soins de médecins qu'ils considéraient comme étant des médecins de seconde catégorie. Si bien qu'il y a là une espèce de paradoxe qui, je le crois, est lié tout simplement à l'évolution historique de la Tunisie. Il est absolument certain que la colonisation, avec tous les inconvénients qu'elle a pu avoir, a également fourni à la population tunisienne un certain type de techniciens, et que la population
malheureusement ou heureusement, restent attachés, mais très fidèlement, à ce type de technicien, qu'il s'agisse d'ailleurs d'un médecin ou d'un ingénieur. Et en fait, pour nous, nous devons absolument tenir tout d'abord compte des souhaits de cette population qui veut et qui souhaite et qui exige un type de médecin qui ne soit pas un médecin sous-développé. Si bien que nous en arrivons tout naturellement à la notion de sélection à l'entrée des facultés de médecine. Cette sélection existe pratiquement actuellement dans tous les pays du monde. Les États-Unis sélectionnent, les pays européens sélectionnent, l'Union soviétique sélectionne. D'une façon globale, d'une façon très générale, on peut dire qu'aucune faculté de médecine ne devrait former plus d'une centaine de médecins par an. Ce qui signifierait qu'à partir du moment où le nombre d'étudiants augmente, à chaque augmentation de ce nombre d'étudiants, il faut prévoir la création de nouvelles facultés de médecine. Or, la création de facultés de médecine n'est pas simple. Il est absolument certain que la formation du médecin est une de celles qui coûte le plus cher, une de celles qui consomme le plus de crédit et dans le même temps le plus d'enseignants. C'est pour cela que la Tunisie est d'une façon paradoxale, comme nous l'avons dit, s'est orientée vers la sélection en retenant environ 400 à 450 étudiants en médecine pour les 3 facultés de médecine de Tunis, de Sousse et de Sfax. Il n'est pas interdit de penser qu'avec l'augmentation du nombre d'enseignants, nous puissions dans les années à venir ouvrir d'autres écoles de médecine en retenant toujours ce chiffre de référence de 100 étudiants, c'est-à-dire que toute faculté ne produirait au maximum qu'une centaine de médecins par année. Mais la question justement qui se pose en ce moment, un peu partout, c'est sur quels critères se base-t-on pour choisir les étudiants qui suivront des études en médecine? Les critères retenus peuvent être discutés. Nous avons retenu des critères essentiellement scientifiques, c'est-à-dire que nous avons décidé de tenir compte, au moins pour les générations précédentes, des notes obtenues dans les disciplines scientifiques pendant la 7e année secondaire et aux épreuves du baccalauréat de la série scientifique. Ces critères sont discutables et l'on peut déplorer effectivement qu'un certain nombre de bacheliers littéraires ne puissent entrer à la faculté de médecine. On a également reproché au concours précédent d'avoir tenu compte des notes de la 7e année secondaire qui, bien évidemment, lorsqu'on avait affaire à des enseignants d'une honnêteté douteuse, pouvaient être gonflés à volonté et par conséquent favoriser peut-être la promotion de certains étudiants par rapport à d'autres. Il est probable que nous essaierons de lutter contre cet inconvénient des concours précédents en ne retenant pour les générations futures que les notes obtenues à l'écrit du baccalauréat et dans le même temps. Il est probable également qu'un certain nombre de littéraires seront retenus, ce qui contribuera à ouvrir la faculté de médecine non pas seulement aux seuls scientifiques, mais également aux littéraires, dont les dispositions en sciences sont au-dessus de la moyenne. Si on s'intéressait maintenant à l'organisation des études au sein de cette faculté, aux structures de l'enseignement à la faculté de médecine, comment ça se passe exactement? Théoriquement,
L'étudiant en médecine a un cycle d'études qui lui permet à la fois de recevoir un enseignement théorique et un enseignement pratique. Contre toute attente, il s'est rapidement révélé que chez nous, l'enseignement théorique était de bien meilleure qualité que l'enseignement pratique. Il y a des explications à cet état de fait. Je pense que l'explication la plus valable est celle du nombre inconsidéré d'étudiants que la faculté de médecine de Tunis a été obligée de subir, et c'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs presque tous les enseignants ont souhaité cette sélection tellement discutée. Il est certain qu'il est facile d'empiler les étudiants dans un amphithéâtre. Il est infiniment plus difficile de leur donner un enseignement au lit du malade quand ils sont trop nombreux. Toute la réforme des études médicales que nous nous proposons de mettre en œuvre est fondée sur cette notion de la disproportion inquiétante entre l'enseignement théorique dans les amphithéâtres et l'enseignement pratique dans les hôpitaux. Je pense pour ma part qu'il faut absolument renverser la vapeur et s'orienter dans un sens radicalement différent. C'est pour cela que nous proposons une réduction très importante des cours théoriques et une fréquentation de l'hôpital beaucoup plus importante que par le passé. C'est-à-dire que nous souhaiterions en fait que l'étudiant en médecine, à partir de la 3e année de ses études médicales, puisse être libre toute la matinée et une partie de l'après-midi pour apprendre son métier à l'endroit adéquat, c'est-à-dire non pas l'amphithéâtre, mais l'hôpital. Est-ce que vous pensez que vous êtes bien armé pour réussir ce vaste programme? Je sais bien qu'il s'agit là d'un programme ambitieux et je ne crois pas que toutes les conditions soient actuellement réalisées pour mener ce programme à bonne fin pour tous les étudiants qui sont actuellement à la faculté de médecine. Je pense également qu'on oublie trop souvent que la faculté de médecine de Tunis n'a qu'une 12aine d'années d'existence. Il est certain que ce qui fait la qualité d'une faculté de médecine, c'est l'existence de traditions extrêmement solides que bien évidemment nous n'avons pas encore eu le temps de mettre en place. Mais la réduction même du nombre des étudiants, cette sélection si décriée, doit certainement aboutir dans les années qui viennent à un progrès très important pour ce qui concerne cette formation pratique. Je ne prétends pas que nous arriverons à résoudre tous les problèmes. Je ne pense pas que le problème soit un problème matériel. En effet, la santé publique a bénéficié ces dernières années de crédits extrêmement importants, aussi bien sur le plan de l'équipement que sur le plan des constructions hospitalières. Je pense que le problème reste, comme toujours, un problème humain. C'est pour cela d'ailleurs que le problème de l'enseignement universitaire me paraît absolument indissociable du problème de l'enseignement post-universitaire. Ce qui fait notre faiblesse actuellement, comme je l'ai déjà dit, ce ne sont pas les problèmes matériels, ce sont les problèmes humains. D'une façon parfaitement légitime, nous nous sommes préoccupés jusqu'ici et presque uniquement de la formation du futur médecin praticien. Il est temps que nos préoccupations soient d'un autre ordre et que nous préparions les médecins spécialistes et d'autre part les futurs enseignants. Pour moi, il s'agit là d'un problème absolument fondamental, car si nous ne préparons pas le cadre futur, nous risquons, après un départ malgré tout de qualité,
d'aboutir dans quelques années à une dégradation progressive de la valeur des médecins formés à la faculté de médecine. C'est pour cela qu'une des préoccupations majeures du conseil de faculté actuel a été la mise en place d'un enseignement post-universitaire systématisé destiné à former des médecins spécialistes et à travers eux les futurs cadres de la faculté. Je pense que ça n'est qu'à ce prix que nous pourrons maintenir la valeur théorique de l'enseignement actuellement prodigué et que nous pourrons améliorer pour répondre aux soucis légitimes des étudiants cet enseignement pratique qui boite quelque peu actuellement. Monsieur le doyen, puisque cette émission s'adresse également à des auditeurs qui sont assez jeunes, qui n'ont pas encore le bac, ils aimeraient peut-être avoir une idée, avoir des renseignements sur les structures actuelles, les structures nouvelles des études et de l'enseignement donc à la faculté de médecine. La réforme des études médicales, régie par une nouvelle loi, celle de 1974, a diminué la durée des études médicales, qui sont actuellement de 6 ans et demi contre 8 ans pour le régime antérieur. Ces études médicales sont divisées en 2 cycles. Un premier cycle d'études médicales au cours duquel sont enseignées les sciences fondamentales et une partie des sciences mixtes, et un deuxième cycle d'études médicales qui, lui, dure 4 ans et demi et qui est plus spécialement destiné à l'enseignement des sciences cliniques et de certaines sciences mixtes. En fait, la période d'études théoriques proprement dite, au cours de ce deuxième cycle, n'est que de 3 ans. En effet, à la fin des études théoriques, l'étudiant est soumis à un stage interné de 18 mois, si bien qu'on peut dire grossièrement qu'il existe environ 5 ans d'études théoriques, 2 pour le premier cycle, 3 pour le second cycle et 1 année et demie de stage interné. Les examens partiels, c'est-à-dire le contrôle continu de l'étudiant, est-ce que vous êtes pour ou contre ? Nous en revenons toujours au même point en réalité. Ce contrôle continu ne peut se concevoir qu'à partir du moment où il existe un nombre défini d'étudiants, limité, et pour lequel il est possible, par conséquent, d'établir un programme à l'avance. Lorsque nous sommes tenus d'augmenter régulièrement le nombre d'étudiants en médecine, en raison de la demande constante, il est bien certain qu'il devient impossible de planifier quoi que ce soit. À la limite, il est bien certain que les examens ne sont pas indispensables. Et en fait, on peut parfaitement supposer un système dans lequel le contrôle s'exerçait d'une façon réellement continue, c'est-à-dire non pas sous forme de partiels qui, après tout, ont lieu tous les 3 mois ou tous les 4 mois, mais sous forme d'un contrôle réel, continu des connaissances, toutes les semaines, tous les 3 jours au besoin. Il est bien évident que les examens deviendraient absolument inutiles, et de fait, dans un pays comme les États-Unis, où il existe un nombre appréciable d'enseignants par étudiant, eh bien, c'est un pays dans lequel les examens ont pratiquement disparu, et il est parfaitement possible de former des médecins de très bonne qualité sans avoir besoin de leur imposer périodiquement des examens, soit partiels, soit définitifs. C'est en réalité parce que nous ne pouvons pas faire autrement que nous passons des examens. C'est une méthode qui est détestable, à laquelle il faudrait un jour pouvoir renoncer, et il est certain que les partiels représentent en quelque sorte une tendance vers cette scolarité sans examen qui sera l'idéal de demain.
Les étudiants, est-ce qu'ils sont représentés au conseil de faculté? Est-ce qu'ils participent à l'élaboration des nouvelles réformes? Je pense qu'ils y participent. Depuis que je suis doyen, c'est-à-dire depuis moins d'1 an, la participation des étudiants à l'élaboration des programmes me paraît permanente. Ils y participent d'abord en tant que membres du conseil de faculté, puisqu'ils sont au nombre de 4, représentant les différentes années, et que par conséquent, ils peuvent faire entendre leur voix à tout moment. D'autre part, il s'est tenu l'an dernier, cette année plus exactement, en début d'année, un séminaire d'étudiants auquel j'ai participé personnellement, et je pense que très réellement et très démocratiquement, les étudiants ont eu l'occasion de faire entendre leur voix et largement leur voix. Ce que je trouve inadmissible pour ma part, par contre, c'est que les décisions prises au cours d'un conseil de faculté, ou bien au cours même d'un séminaire, puissent être remises en question par les générations suivantes. Il est absolument inadmissible que, à partir du moment où une réforme a été acceptée par des étudiants d'une telle année, en 1975, eh bien ceux de 1976 considèrent qu'ils ne sont pas tenus par les décisions qui ont été prises précédemment, avec l'accord de leurs camarades, et cette situation que je trouve particulièrement déplaisante. Ce que je déplore également, c'est que des étudiants en cours de scolarité, et en particulier des étudiants des premières années, puissent prétendre s'arroger le droit de donner leur avis quant aux années qui suivent, et en particulier quant aux années même d'enseignement post-universitaire. Je pense qu'il faut prendre l'avis des gens en cours de scolarité, qu'il est parfaitement légitime que les étudiants puissent faire entendre leur voix concernant l'élaboration de programmes, mais chacun à son stade. Je pense que les étudiants du premier cycle doivent faire entendre leur voix pour ce qui concerne le premier cycle, ceux du deuxième cycle pour ce qui concerne le deuxième cycle, et je trouve parfaitement légitime que ce soit en réalité les internes et les résidents qui donnent leur avis quant au contenu et aux modalités de l'enseignement post-universitaire. Je pense, par contre, que laisser cette possibilité à des étudiants qui sont, en définitive, tout à fait au début de leurs études, est absolument inadmissible et surtout inefficace. Monsieur le doyen, la succession des réformes dans un temps assez court, les changements inattendus des dates d'examen par exemple, et des coefficients, etc., cette succession de réformes ne cause-t-elle pas des problèmes pratiques pour les étudiants surtout? Oui, je sais bien que c'est un problème qui est soulevé d'une façon périodique. Après tout, réforme des études médicales, il n'y en aurait pas eu tellement. Il y en a eu, c'est la première. En fait, la faculté a vécu pendant une dizaine d'années sur un régime d'études qui était parfaitement stable. Par contre, il y a eu une nouvelle loi qui a raccourci les études médicales d'environ 1 an et demi. Il en est résulté un certain flottement, en fait parfaitement légitime, et la superposition des deux régimes, c'est-à-dire des études médicales ancien régime et des études médicales nouveau régime, ne s'est pas passée sans quelques heurts. Je voudrais cependant apporter un certain nombre de précisions concernant ce problème des coefficients qui ne seraient pas fixés, des modifications en cours d'année, des coefficients ou des matières. Je pense qu'il y a eu l'an dernier, effectivement, un flottement plus important en début d'année qui était parfaitement explicable vu, comme nous l'avons dit, l'apparition d'un nouveau régime des études médicales, vu la difficulté de trouver des locaux et surtout, vu le fait qu'une partie des études médicales qui s'est déroulée à la faculté de sciences s'est déroulée à la faculté de médecine dans le régime nouveau. Il en est résulté un flottement qui est dû en partie d'ailleurs au changement de doyen, puisque les décisions qui ont été prises par moi-même n'étaient pas absolument conformes à celles qui étaient proposées par le doyen précédent.
Et en conseil de faculté, après des discussions longues et avec l'accord des étudiants, nous sommes tombés, nous sommes convenus de différents coefficients. Et en réalité, nous n'avons pas évolué depuis l'an dernier. Mais ce que nous observons en fait assez souvent, c'est qu'à partir du moment où nous avons demandé aux étudiants de faire que quelques sacrifices, et en particulier aux étudiants de l'ancien régime, malgré les difficultés psychologiques que cela pouvait représenter pour eux, c'est-à-dire se retrouver quelquefois avec des étudiants qui avaient eu jusque-là une durée d'études inférieure à la leur, nous leur avons demandé un sacrifice qu'ils ont fini par accepter et qui consistait en fait à fondre les deux régimes des études médicales à partir de la 3e année. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'en réalité, ce n'est pas nous qui changeons tellement, je parle des enseignants. Il est absolument certain qu'au fur et à mesure que les étudiants se rendent compte des possibilités de profiter des dispositions de tel ou tel régime, ils essaient d'en tirer le maximum. De ce point de vue, en réalité, je ne crois pas que nous ayons vis-à-vis d'eux une attitude négative. D'une façon générale, je pense que les choses ont été vues de la façon la plus libérale qui soit. Et je pense que lorsque la discussion a eu lieu avec les étudiants, dans la très grande majorité des cas, ils ont fini par obtenir satisfaction. Je conçois parfaitement un petit peu leurs angoisses, mais je voudrais cependant les rassurer et leur dire, en tout cas, que, grosso modo, nous sommes beaucoup plus pour ce qui les favorise que pour ce qui pourrait les désavantager éventuellement. Monsieur le doyen, est-ce que vous pensez que la faculté de médecine est en train de former des médecins adaptés aux réalités du pays? Il s'agit là d'une question complexe qui mérite réflexion. Je voudrais d'abord faire préciser un petit peu cette notion de réalité tunisienne. De ce point de vue d'ailleurs, nous rejoignons un petit peu le problème de la sélection des étudiants en médecine. Trop souvent, les étudiants en médecine et peut-être une partie de la population, sous prétexte que nous avons affaire à une population malnutrie, non toujours éduquée, considèrent que nous aurions peut-être intérêt à former une masse de médecins importante sans tenir compte de leur qualité. C'est ce que trop souvent les gens entendent par s'adapter aux réalités tunisiennes. Je voudrais de ce point de vue prendre un exemple sportif parce que la chose me paraît de ce point de vue beaucoup plus parlante. Je me refuse formellement, pour ma part, à considérer qu'un sauteur en hauteur, qui dans notre pays saute 1,80 m alors que le record du monde est de l'ordre de 2,31 m, eh bien je me refuse formellement à ce que ce sauteur en hauteur prétende représenter la réalité tunisienne. Si nous devions nous contenter en médecine de ce genre de performance sportive, je pense qu'il vaudrait mieux former la faculté et continuer à envoyer nos étudiants à l'extérieur. Je pense par conséquent que tout d'abord, ce type de problème doit être réglé et définitivement réglé. Nous n'avons pas le droit, sous prétexte d'une société sous-développée, à lui former des médecins à son image. Elle a parfaitement le droit de se développer et nous devons lui fournir des médecins de son état développé et non pas de son état actuel. Par contre, le problème vu autrement mérite effectivement discussion. On peut se demander, en effet, si véritablement notre enseignement n'est pas trop copié sur l'enseignement européen et si qu'il ne consacre pas une part trop importante à des disciplines en pointe, alors que effectivement l'enseignement de la médecine préventive, l'enseignement de la pédiatrie, l'enseignement des maladies transmissibles mérite d'avoir chez nous une part extrêmement importante. De ce point de vue-là, je suis d'accord, mais pas tout à fait encore. En effet, et ceci également rejoint
ce dont nous venons de parler, nous sommes obligés, en fait, dans le même temps, de tenir compte de l'état actuel médical de notre pays et de prévoir la formation des médecins du futur. Si cet enseignement de la médecine préventive, de la pédiatrie, des maladies transmissibles devait se faire au détriment de l'enseignement des sciences fondamentales, qui sont absolument indispensables à une recherche future, s'il devait se faire aux dépens des sciences nouvelles, comme l'immunologie, qui représente la médecine de l'avenir, je dirais non. Il vaut peut-être encore mieux continuer à pratiquer l'enseignement tel que nous le faisons, et plutôt que de recourir à un enseignement en quelque sorte tronqué. En fait, le problème pour nous est très simple. Du fait même du retard que nous avons pris, nous sommes en réalité condamnés à faire un effort supplémentaire. C'est-à-dire à développer effectivement l'enseignement des pans de médecine qui sont indispensables aux soins à délivrer à une population dans un état donné, mais nous sommes dans le même temps condamnés à apprendre comme tout le monde, c'est-à-dire les disciplines de pointe et les sciences fondamentales, en particulier la physiologie, qui sont garantes d'une médecine d'avenir de qualité. Vous qui avez une longue expérience, une assez longue expérience dans le domaine de la chirurgie et de la médecine, d'une manière générale, êtes-vous actuellement pour une médecine préventive en Tunisie ou plutôt pour une médecine de pointe? Ou alors, croyez-vous que ces deux sortes de médecine s'imposent, c'est-à-dire que le médecin tunisien doit avoir une formation générale et qu'il ne doit pas, disons, s'intéresser beaucoup plus à la médecine préventive qu'à la médecine de pointe et aux maladies donc, qui ne sont pas très très fréquentes en Tunisie. Donc maladie de masse ou médecine fondamentale. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est trop facile de parler de ces problèmes-là quand les gens ne sont pas directement concernés. Ce type de position, en fait, n'appartient qu'aux gens qui n'ont pas un cancéreux dans leur famille. L'expérience nous prouve quotidiennement qu'alors que tout le monde réclamerait une espèce de médecine en quelque sorte un peu grossière, destinée à l'éradication des maladies transmissibles, destinée également à donner des antibiotiques à bas prix, et non pas des antibiotiques destinés à guérir des maladies, mais au prix de dépenses qui quelquefois sont énormes, eh bien l'expérience montre que lorsqu'il s'agit d'un membre de leur famille, rien ne devient trop beau. Ceci rejoint également ce que nous avons dit précédemment. En fait, nous sommes condamnés à pratiquer une espèce de médecine bizarre, curieuse, dans laquelle nous sommes amenés périodiquement à pratiquer une médecine de masse et, quoi que nous le voulions, quelquefois, en fonction de la personne même du malade, une médecine personnalisée. Il est impossible de dire à un malade, ou aux parents d'un malade plus exactement, qui a une fracture complexe du thorax, qui nécessite des soins médicaux absolument permanents. La mise en œuvre de respirateurs mécaniques qui coûtent très cher, qui nécessitent une surveillance de tous les instants, chez lesquels il faut des examens sanguins répétés, une surveillance des constantes biologiques absolument permanentes, il nous est absolument impossible de lui dire « Monsieur ou messieurs, il nous est impossible de donner ces soins à vos malades. Nous sommes actuellement en train de pratiquer de la médecine préventive dans un pays sous-développé. » Comment est-ce que vous voyez l'avenir, monsieur le doyen? Oh, l'avenir. Je suis assez optimiste.
je ne serais pas là si je n'étais pas optimiste. Je pense que l'exercice de la médecine en tant que technicien dans un pays comme la Tunisie n'est pas un métier de tout repos. Je pense pour ma part que, en fait, si j'ai accepté d'être doyen, c'est parce que je pensais que je pourrais faire quelque chose. Je sais bien que c'est difficile et je l'ai même dit, c'est épuisant même quelquefois, mais je reste résolument optimiste. Je pense très sincèrement que nous avons un corps médical de très grande qualité. Je ne parle pas seulement des gens de ma génération qui représentent très probablement ce qu'il y a de mieux par rapport à beaucoup de régions de l'Afrique et même certaines régions européennes. Je pense également aux nouvelles générations. Et de ce point de vue, je voudrais qu'il leur soit rendu hommage. En effet, lorsque je vois autour de moi un certain nombre d'assistants, que ce soit dans mon service ou ailleurs, je ne peux être que réellement frappé par leur esprit de dévouement et la grande qualité des soins qu'ils prodiguent. Je pense que réellement, et grâce en réalité, et grâce en particulier aux dispositions du plein temps, nous avons vraiment créé une nouvelle race de médecins. C'est-à-dire que nous avons créé une race de médecins pour lesquels les problèmes matériels ne sont pas ce qu'il y a de plus important. Je vois autour de moi des choses que je ne voyais pas il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire des services de chirurgie et de médecine actifs, à 5 heures, à 6 heures de l'après-midi. C'est une chose qui est nouvelle. C'est une chose qui est merveilleuse et c'est ceci qui m'incite à l'optimisme. Et je voudrais d'ailleurs, pour ma part, lancer vraiment aux autorités un appel qui est en partie un appel angoissé. En effet, je pense que très sincèrement, la situation matérielle de ces jeunes gens, qui représentent les futures générations d'enseignants, eh bien leur sort matériel est un peu pénible. Je les vois autour de moi arriver à peine à joindre les deux bouts. Je ne pense pas que nous ayons le droit de continuer à les traiter de cette façon. Nous avons créé une nouvelle race de médecins. Je pense que demain, il en sortira une nouvelle race d'enseignants de très grande qualité. C'est notre devoir d'attirer l'attention des autorités sur la gravité de leur sort matériel et il serait déplorable que demain, ils quittent les hôpitaux pour aller vers la médecine de libre pratique alors que je crois qu'ils peuvent rendre de très grands services et contribuer à former de nouvelles générations de médecins tous les ans de meilleure qualité. Cet entretien a été enregistré un soir de décembre chez le professeur Zuhair Sefi. Il était beau comme le sourire, il était souriant comme le jour, il était fort, solide, courageux, persévérant, plein de vie, d'optimisme et d'humour. Il ne prenait pas la vie trop au sérieux, disait quelqu'un. C'est peut-être vrai, mais n'empêche qu'il la vivait intensément, cette vie, et qu'il combattait nuit et jour pour que d'autres vivent. Il était, oui. Aujourd'hui, il n'est plus. Mais la Tunisie se souviendra longtemps du grand homme qu'il était, et il restera toujours vivant malgré tout. Son regard admirable, réconfortant, paternel et plein de confiance en l'avenir sera là, inébranlable, dans tous les services de l'hôpital, dans tous les amphithéâtres de la faculté, et toujours présent à l'esprit de ses étudiants, de ses collaborateurs, de ses amis, de tout le corps médical tunisien et de tous ceux qui ont pour devise vivre pour le bonheur d'autrui.
Quelqu'un disait « Le meilleur tombeau des morts, c'est bien le cœur des vivants. » Zohir Sefi occupera une place d'honneur au plus profond de nos cœurs et nombreux sont ceux qui continueront leur chemin au service de l'homme, stimulés par son souvenir, éclairés par ses lumières et guidés enfin par ses conseils, ses directives et sa conception de la médecine, du dévouement et de la vie d'une manière générale. À la mémoire du professeur Zohir Sefi, c'était là le message du grand disparu. Radio Tunis, il est 19h moins 5 minutes. I'm gonna live the life I sing about in my song.